That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment va ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui, On parle de quoi dans notre émission? Évidemment, le Super Tuesday hier, Ouais. c'était aux États-Unis. 14 États votaient dans le cadre de la primaire démocrate. Mais peu avant ça, déjà dès le lundi, on a eu un premier rebondissement. Il faut savoir que deux candidats... Le Super Tuesday, c'est seulement pour les démocrates? Non, le Super Tuesday, c'est pour les deux. C'est pour chaque parti qui procède à des primaires. Il faut savoir que dans le système américain, en fait, les démocrates et les républicains ont le même modèle d'organisation des primaires. Donc, il y a une première phase au cours de laquelle il y a 5 États d'abord qui votent. Donc, ce sont des petits États, hein. Et ce qui est intéressant avec ces petits États-là, comme ce sont des mini-élections, voilà pourquoi on ne parle pas d'élections en tant que tel, on parle de caucus. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont reconnues comme étant les représentants du parti dans cet État ou dans cette ville-là, qui sont chargés d'organiser l'élection. C'est le cas de l'Iowa. L'Iowa, c'est un petit État. Et donc, ce sont des personnes qui sont mandatées par le Parti démocrate à organiser, des fois dans leur maison, dans des écoles, etc. Ces petites élections-là sont le caucus. Par contre, ce qui est intéressant avec le caucus, c'est parce que ça lance le processus des primaires. Et donc, on regarde particulièrement les tout premiers caucus pour avoir une idée des tendances de l'électorat démocrate. Et donc, dès le départ, on avait vu qu'il y avait fermement deux camps qui s'opposaient parmi les démocrates. Il y avait ce qu'on appelle l'aile gauche des partis démocrates, donc les socialistes, avec Bernie Sanders et Elizabeth Warren d'une part. Et puis, on avait la branche plus modérée qui était incarnée par Joe Biden et Pete Buttigieg. Et puis, Amy Klobuchar. Bon, maintenant, il semblerait que lundi, Pete Buttigieg, le candidat qui était justement arrivé en tête du caucus de l'Iowa, et Amy Klobuchar, qui est sénatrice, elles ont décidé de se rallier derrière Joe Biden. Ça a été vraiment quelque chose d'assez... Ça a été un rebondissement, d'autant plus que Pete Buttigieg avait la capacité, semblait-il, au regard des deux premières étapes, de pouvoir aller de l'avant. Mais au regard maintenant de son score en Caroline du Nord, il a estimé qu'il n'avait pas les coudées suffisamment franches pour pouvoir continuer ce processus des primaires démocrates jusqu'en juillet prochain. Et donc, ce qui est intéressant avec le Super Tuesday, c'est parce que le même jour, il y a 14 États qui vont voter. Alors, le Super Tuesday n'est pas aussi décisif dans la primaire, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il définit maintenant clairement les tendances. Dans le premier cas, les 5 États qui votent avant le Super Tuesday donnaient une certaine direction, mais pas les tendances ni véritablement les grands groupes qui se dégagent, les candidats qui se dégagent. Mais là, c'est à partir du Super Tuesday que l'on voit les candidats qui sont en position de force ou qui seront en position de force pour éventuellement négocier la victoire lors de la convention qui aura lieu en juillet prochain à Washington. Donc, c'est ce qui était particulièrement... C'est ce qui fait que hier, on était très ciblé sur, évidemment, ces résultats-là. Alors, on peut dire deux choses. La première, on pourra même dire trois. Donc, la première chose, c'est que le grand vainqueur de ce Super Tuesday-là, c'est Joe Biden. Celui qui avait très mal commencé ce processus de les primaires démocrates-là, il ne faut pas l'oublier, n'était pas venu en tête au cours des 3 premiers États. Lors des 3 premiers caucus, il n'était pas arrivé en tête, mais il a su rebondir, notamment à partir de l'étape de la Caroline du Nord, où il est venu largement en tête. Et puis, avec le ralliement de Amy Klobuchar et Pete Buttigieg, ça lui a donné encore un peu plus d'élan, d'autant plus qu'il est particulièrement bien placé, notamment au sein de la communauté noire. Il ne faut pas l'oublier. Il a perdu dans des États comme l'Iowa, où la population blanche est à plus de 80%, occupe 80% de la population. Or, il est venu maintenant, lorsqu'il est arrivé dans des États comme la Louisiane ou la Caroline du Nord, où on a une population noire qui dépasse les 40, voire qui atteint les 50%, là, il a pu remonter, il a véritablement pu rebondir grâce à cet électorat noir-là, qu'il hérite évidemment des 8 années passées aux côtés de Barack Obama. Il est arrivé en tête notamment dans 8 États, donc l'Alabama, l'Arkansas, la Caroline du Nord, le Massachusetts, le Minnesota, l'Oklahoma, le Tennessee et la Virginie. Et l'autre grand vainqueur
de ce Super Tuesday et qui vient aussi véritablement montrer les deux grands blocs qui vont s'affronter au cours justement de la session de juillet prochain, c'est-à-dire au cours de la convention de juillet prochain. C'est, comme on l'a dit, l'aile gauche du parti avec Bernie Sanders, c'est lui qui vient en deuxième position. Et il est venu en tête dans 4 États, donc la Californie, le Colorado, l'Utah et le Vermont. Et donc, on a l'aile gauchiste du parti, donc ceux qui se disent les socialistes, donc avec Bernie Sanders et malheureusement la grande perdante, c'est Elizabeth Warren, qui est la sénatrice du Massachusetts, qui n'est arrivée qu'en 3e position dans son état d'origine. Et donc, il est peu probable que celle-ci puisse continuer cette élection-là. Et je crois que peut-être dans les jours ou les semaines qui vont venir, elle va certainement négocier son ralliement derrière Bernie Sanders. Et puis, maintenant, il y a eu des perdants. Donc, il y a eu Elizabeth Warren, mais surtout le grand perdant, c'est Michael Bloomberg. Il ne faut pas l'oublier qu'il a été le dernier arrivé dans la course à ces premières démocrates-là. Il avait déjà dépensé plus de 500 millions de dollars dans le cadre des publicités qu'il avait pu faire. Mais justement, les centaines de millions de dollars. 500 millions de dollars oui, en termes de pub. Oui, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a une fortune estimée à 50 milliards de dollars. Donc pour lui, 500 millions, ça ne va pas véritablement causer un creux dans sa fortune. Mais c'est un milliardaire qui méprise totalement Donald Trump, qui le déteste. Et Donald Trump le lui montre clairement. Et donc, il a décidé de mettre sa fortune à disposition pour essayer de battre Donald Trump. Selon les dires qu'il avait lui-même lancés, il est prêt à investir jusqu'à 3 milliards de dollars pour cette campagne-là, pour s'assurer que Donald Trump ne soit pas réélu président des États-Unis. Et donc, lui, il s'était lancé dans la campagne, estimant que Bernie Sanders, espérant que si Bernie Sanders, qui était en tête des sondages, arrivait en tête de la convention, il était persuadé que Bernie Sanders ne serait pas en capacité de battre Donald Trump. Et donc, c'est pour cela qu'il a décidé, lui aussi, de se lancer dans cette campagne-là. Et donc, le Super Tuesday constituait pour lui la première étape pour véritablement voir à quel niveau il en est. Eh bien, le niveau est tellement mauvais qu'il n'a même pas pu obtenir les 15% des suffrages nécessaires dans les États pour être susceptible de bénéficier de délégués. Donc, sur les 14 États dans lesquels il y a eu le vote, eh bien, dans la plupart des États, il n'a même pas pu obtenir le moindre délégué. Donc, c'est ce qui dit véritablement que pour lui, ça s'annonce mal. Mais est-ce pour autant qu'il va renoncer? Je ne pense pas. Je crois qu'il va plutôt continuer. Il va essayer de ramener derrière lui les autres candidats qui n'auront pas obtenu d'excellents scores, et puis il verra à la rigueur s'il ne voit pas comment. Je pense que selon lui, dans sa tactique, étant donné que Joe Biden est revenu en position de force au cours de ces primaires-là, si cette percée-là de Joe Biden se confirme à la convention de juillet, je pense que Michael Bloomberg va véritablement mettre un terme à sa campagne et se rallier directement Joe Biden et mettre à sa disposition les dizaines, voire les centaines de millions de dollars disponibles qui lui restent pour lui permettre justement de faire cette campagne-là. Parce qu'en face, il y a Donald Trump qui lui aussi est déjà préparé. Le Parti des Républicains estime avoir déjà un trésor de guerre qui dépasse le milliard de dollars disponible. Donc il est clair que cette élection présidentielle-là, qui aura lieu en novembre prochain, comme la plupart maintenant des élections présidentielles, comme on a pu le voir au cours des 3, 4 ou 5 derniers mandats, ce sont des élections qui tablent aux alentours de 4-5 milliards de dollars. Donc les élections aux États-Unis deviennent de plus en plus chères. Ça monte même à de la véritable surenchère. Parce que évidemment, derrière, il y a tout ce marketing politique qui est mis en branle, et ce marketing dont seuls les Américains ont le secret. Et pour parvenir aux résultats, notamment dans les swing states, donc dans les pays, ce qu'on appelle les États pivots, les États qui, en général, ne sont pas susceptibles que de voter que pour un seul parti, mais qui, en général, en fonction du candidat ou des tendances, peuvent parfois changer de candidat ou de parti. Donc, c'est véritablement vers ces États-là que, évidemment, se concentre l'essentiel de l'effort financier prévu pour ces élections présidentielles-là. Et donc, c'est à partir de là que l'on va véritablement voir si, évidemment, Joe Biden, comme je le dis, parvient à remporter ces premières démocrates-là. Il est clair que Michael Bloomberg
puissent se rallier à lui parce qu'il estime qu'il va estimer que Joe Biden, qui est le chef des files de ce qu'on appelle les candidats modérés, c'est-à-dire des candidats qui sont en capacité de pouvoir attirer au-delà de l'aile démocrate. Donc là, il va estimer que lui, il a une chance véritable de pouvoir battre Donald Trump. Mais pour le moment, on est encore loin de ce scénario-là parce qu'il faut savoir que d'ici juin, en politique aux États-Unis, tout peut encore arriver. Et donc, ce qui est bien, c'est que Joe Biden, qui avait mal démarré, il a repris du poil de la bête. Il est en tête maintenant de ces primaires démocrates-là. Bernie Sanders, qui avait bien commencé, est un peu en perte de vitesse, mais ça ne veut pas dire que sa candidature est menacée. Non, au contraire, il reste encore en lice. Mais les autres grands perdants, à mon avis, ce sont bien évidemment Elizabeth Warren et Michael Bloomberg. Donc, du côté des Républicains, pas de course, quoi. C'est Donald Trump qui va repartir à la présidentielle. Certains candidats avaient essayé de faire miroiter la possibilité de primaire. C'est possible, hein? C'est pas parce qu'on est président en exercice et que l'on veut être candidat que l'on peut ne pas passer par la case de la primaire. Mais pour ça, il faudrait que le parti accepte ou le parti décide que l'on organise une primaire et que le président sortant passe encore par ce processus de primaire-là. Mais Donald Trump a la capacité, c'est qu'au cours des dernières élections de mi-mandat, il est sorti le grand vainqueur parce qu'il a renforcé l'emprise du Parti républicain au Sénat. Il faut savoir que sur les 100 sénateurs, il y en a 52 qui sont du Parti républicain. Et donc, il a aussi pu essayer de limiter la casse au niveau des élections de mi-mandat au niveau de la Chambre des représentants. Les républicains sont certes minoritaires, mais ils ne sont pas... Ils ont quand même un droit, ils ont une minorité de blocage, donc ce qui fait que leur voix porte également au niveau de la Chambre des représentants. Et surtout, Donald Trump tient véritablement la base la plus solide, la base ultra-conservatrice du Parti républicain. Et c'est cette base ultra-conservatrice-là qui est la plus stable. Et c'est elle qui, en général, se déplace pour toutes les élections. Et donc, avoir cette base-là, c'est avoir une garantie de pouvoir avoir une masse de voix suffisante pour pouvoir prétendre à une réélection. Et donc, c'est ce qui amène le Parti républicain à reconnaître qu'il n'est pas en capacité d'imposer un autre candidat à Donald Trump. Et c'est certainement ce qui sera le cas, c'est-à-dire que Donald Trump sera le candidat du Parti républicain à sa propre élection en novembre prochain. Merci Jean-Paul qui revenait là sur l'actualité internationale. On parlait du Super Tuesday, c'était hier du côté des États-Unis en ce qui concerne la politique américaine. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.